Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des 7 merveilles. Non pas des 7 merveilles du monde, puisqu'on n'a pas le budget et ça a déjà été fait, mais les 7 merveilles du Dauphiné. Alors pour votre culture personnelle, qu'est-ce que c'est que le Dauphiné? C'est une ancienne province qui se situait grosso modo entre Grenoble et Lyon. Mais je ne suis pas là pour vous faire un cours de géo et en plus, c'est plus au programme. Les 7 merveilles du Dauphiné, ce sont 7 endroits remarquables, des curiosités architecturales ou naturelles qui valent le détour. Et puis il y a comme merveille gastronomique le fameux gratin dauphinois. Je sais que la plupart des frontières internationales ont déjà rouvert et qu'on prévoit un peu tous de partir peut-être à l'étranger cet été, mais c'est toujours bien de connaître des lieux hors du commun, à proximité de chez soi ou en France, qui peuvent valoir le détour. Et comme le dit ma grand-mère et la plupart de nos grands-parents, on est bien en France, il y a plein d'endroits à visiter, pourquoi aller à l'étranger? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains reportages et pour soutenir mon travail. Et maintenant, trêve de bavardage, je vous emmène à la découverte de ces 7 merveilles et des personnes qui les font vivre à travers les siècles. Putain. Au XVe siècle, ça nous paraît un petit peu incongru, mais l'idée c'était de rechercher le paradis terrestre. C'est dans cette optique d'ailleurs que Christophe Colomb, la même année, est allé du côté des Indes, de ce qu'il appelait les Indes et qui a été l'Amérique. Donc le paradis terrestre devait a priori se trouver au sommet d'une montagne inaccessible, aux confins de l'Égypte et du Soudan. Donc c'est sûr qu'on n'y est pas trop. Par contre, dans la mesure où c'était une montagne inaccessible, le roi qui a vu cette montagne de loin et avec sa forme de monolithe, lorsqu'il a appris que c'était le mont inaccessible, il n'a pas voulu laisser passer l'affaire, donc il a envoyé quelqu'un pour vérifier qu'il n'y ait pas le paradis terrestre au sommet. Donc ça nous paraît, nous, incongru, mais l'idée de base de l'ascension de 1492, c'est ça. Alors effectivement, on parle de naissance de l'alpinisme pour l'ascension du Mont-Aiguille, mais il faut quand même avoir à l'esprit que Antoine de Ville est allé au Mont-Aiguille sans jamais faire ni escalade ni alpinisme, puisqu'il a utilisé des échelles, il a utilisé des subtils engins, comme il l'écrit lui-même. Donc il est allé au sommet du Mont-Aiguille comme on va au sommet d'un château fort. Et à la suite de ça, le mont inaccessible a pris le nom de Agule Fort, Fort Aiguille. Donc Fort Aiguille dans le sens château fort. Il s'est appelé Mont-Aiguille bien plus tard. Le Mont-Aiguille a aussi ses légendes, ne serait-ce que les lavandières, la légende du bouquetin. Au tout début du printemps, il reste encore pas mal de traces de névé au sommet du Mont-Aiguille. Et la légende disait que c'était des lavandières qui vivaient là-haut et qui étalaient leur tunique pour les faire sécher. Et un berger local, Ibicus, a voulu aller les voir. Malheureusement, il s'est retrouvé à les voir nus et les lavandières l'ont transformé en bouquetin. Donc il s'appelait Ibicus, c'est dérivé de Ibex, le nom scientifique du bouquetin. Et donc la légende dit que le bouquetin erre toujours au sommet du Mont-Aiguille. C'est un lieu qui a toujours attiré la curiosité des gens depuis qu'on l'a découvert. Hein, ça a toujours été un lieu mystérieux. Alors au départ, on pense que c'est la foudre qui a peut-être mis le feu, pour la première fois. C'est pas évident hein, la première fois. Il ne peut pas s'enflammer tout seul. Puis à l'époque, on ne fumait pas des cigarettes, on ne jetait pas des mégots, vous voyez. Il y aurait pu avoir des possibilités, mais là, non. Les Romains venaient ici. Le dieu du feu, c'est Vulcain, et c'était un endroit de pèlerinage. Et il y a même une légende, là. À 1 kilomètre d'ici, il y avait soi-disant un village qui s'appelait Bayane. Un soir, un individu passe dans le village, un vagabond. C'est l'hiver, il a froid, et il y a la fête à Bayane. Ils ont tué le cochon, ils font des boudins, ils dansent, ils chantent, ils boivent. Et le pauvre vagabond, il demande à être hébergé, personne ne le reçoit. Et donc, il continue sa route, et puis au bout du village, il y a quand même quelqu'un qui le recueille et qui lui offre une petite soupe bien chaude et lui permet de dormir dans la grange. Mais dans la nuit, il y a un grand bruit. Il y a un grand bruit. Les propriétaires se demandent ce qui arrive, ils se lèvent, ils regardent et le village a disparu. Et 1 an après, la servante de ce monsieur qui l'avait hébergé retrouve l'individu en forêt. Et l'individu lui dit, bah, écoutez, Dieu les a punis. Ils sont en enfer et les flammes sont là-bas dans la vallée.
gaz naturel qui ressort d'ici. C'est du méthane, hein. Donc c'est la décomposition de végétaux qui ont été ensevelis il y a des millions d'années peut-être, hein. Mais on voit, il y a des petites ramifications, là, je pense qu'il y a du gaz, là. Avec un briquet, on doit pouvoir allumer, mais il y en a très peu peut-être. Et alors, il faut savoir qu'au 19e siècle, il y a un ingénieur qui voulait alimenter la ville de Grenoble en gaz. Il a fait des travaux, ben, il s'est ruiné parce que le débit de gaz est insuffisant. Il aurait dû quand même s'en apercevoir. Et il a même construit, là, vous verrez, il y a encore des restes de ces baraques où il mettait ses outils. Et puis il a fait faillite et puis tout s'est arrêté. C'est un lieu, quand il fait beau, les gens aiment bien voir. Et puis il y en a qui viennent aussi faire des barbecues, là. Ils viennent avec leurs gamelles, faire cuire des œufs ou faire griller de la viande. Moi j'ai mangé une omelette, là. C'est un endroit qui est exceptionnel, c'est en effet des restes de moraines du Trias, des calcaires qui ont été décapés par les grands glaciers qui ont façonné la Matésine, hein, le grand glacier de la Romanche, qui venait d'un côté, le glacier du Drac qui venait de l'autre, et qui ont réalisé ce plateau matésin, et qui ont laissé comme ça sur ces points hauts des choses remarquables, dont la pierre percée. Elle est très visible, et puis c'était un lieu qui était à l'époque très prisé par les paysans pour pouvoir aller exploiter les alpages. Donc oui, c'est un endroit qui mérite d'être vu. C'est une balade qui est facile, accessible. Alors les fantasmes autour de la pierre percée viennent principalement d'une époque qui remonte au XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y a un grand seigneur qui s'appelle le seigneur Lesdiguières. C'est quelqu'un qui va demander à la population locale d'intervenir pour les constructions des fortifications de Grenoble. Donc le diable, qui aime bien ce genre de désir, d'envie, a saisi cette opportunité pour proposer à Lesdiguières de réaliser gratuitement ce mur d'enceinte. Lesdiguières, qui est quand même quelqu'un qui est loin d'être sot, devine bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas très net, donc demande au diable, mais gratuitement d'accord, mais il n'y a aucune condition. Et le diable lui dit non, mais aucune condition terrestre, c'est simplement votre âme qui éventuellement pourrait m'intéresser. Lesdiguières n'a pas du tout envie non plus de vendre son âme, et il lui dit eh bien moi je vais faire le tour de ma propriété avec mon cheval, et si vous arrivez à le construire avant que j'en ai fait le tour, vous aurez mon âme. Le diable, lui, sollicite Pholaton, son diablotin, qui va lui permettre de construire ce mur pour pouvoir essayer de gagner et réussir à saisir l'âme de Lesdiguières. Mais Lesdiguières parvient à faire le tour, donc Lesdiguières a gagné. Et donc il demande au diable de partir prier à la pierre percée. Mais le diable, lui, c'est bien sûr sur Pholaton qui va se rabattre, et il met un grand coup de pied à Pholaton, et qui se retrouve à quatre pattes, la tête comme ça, en position de prière. Donc voilà l'histoire de la pierre percée, c'est le diable qui, par l'intermédiaire de Pholaton, prie à la pierre percée, puisque Lesdiguières, ce grand guerrier, a encore gagné. On peut se questionner quand même également sur ce parallèle, comment naissent les légendes. Il y a une hypothèse qui est peut-être intéressante à creuser, c'est et si c'était Lesdiguières le diable? Et si Lesdiguières, en fait, c'était ces pauvres paysans qui sont allés trimer pour construire ce mur? Voilà, la piste est ouverte, bien entendu c'est une hypothèse, à chacun d'y réfléchir et d'y apporter sa propre vérité. Les légendes sont multiples, et en effet aussi on parle d'un dragon qui serait en état de sommeil et qui attendrait d'être réveillé. Considéré comme une des 7 merveilles du Dauphiné à l'époque, parce que cet édifice a été construit déjà très difficilement sur 3 années. Il a coûté très très cher. Ce pont a une architecture assez exceptionnelle pour l'époque. Une arche de 40 mètres d'ouverture sur 16 mètres d'élévation. Donc c'est quand même une réalisation très importante pour l'époque. Avant, il y a toujours eu des ponts qui rejoignaient les 2 rives du Drac. C'était toujours des ponts en bois qui étaient systématiquement détruits par chaque fois qu'il y avait des inondations du Drac. Et il y en a eu énormément.
Donc chaque fois on reconstruisait le pont en bois et à un moment, donc il y en a eu assez, on s'est dit on va faire un pont en pierre. C'était très bien fait parce que finalement s'ils avaient fait un pont en pierre bas, il aurait pu être aussi emmené. C'est le duc Lumen qui a commandé ce chantier qui a duré quand même assez longtemps. On va dire qu'il a duré en tout 1606. Il a été mis à la circulation en 1610. Donc il a duré un peu parce qu'il y a eu quelques petits problèmes au début pour la construction, dont un qui est assez amusant, enfin amusant si on veut. Le maçon qui travaillait sur le pont, un des responsables, est tombé, s'est noyé. Au milieu du pont, il y avait une porte avec 2 citations. Il y avait une citation qui disait « Je fais honte aux constructions romaines » et de l'autre côté, donc de côté qui regardait Grenoble, il y avait « Unique par la longueur, je réunis ». Donc vous voyez, c'était quand même effectivement assez grandiloquent comme expression. Il était très fier de sa réalisation. Le pont porte son nom, ça veut tout dire. Le vrai classement des 7 merveilles du Dauphiné, le plus ancien, fait apparaître 2 fois Sassenage dans ce classement. Une fois par rapport à la rivière qui sort des grottes. C'est vrai qu'à l'époque, toute cette eau qui sortait d'une montagne, c'était un petit peu surprenant. La rivière, on va la trouver au tout début de la visite, après un petit barrage qui a été fabriqué, et puis après surtout à l'extérieur, à la sortie, où on va voir cette rivière, ce germe, on appelle ça le germe, hein, la rivière souterraine, qui va ressortir. Et d'autre part, par rapport à la légende de la fée Mélusine. Vous savez qu'à Sassenage, il y a cette fameuse légende qui dit qu'une fée habiterait dans ces grottes. On retrouve aussi dans la grotte, ce qui est particulier, on retrouve les larmes de la fée Mélusine. Alors les larmes de la fée Mélusine, ce sont des pierres ophtalmiques, hein. Ce sont des pierres qui autrefois étaient utilisées médicalement, qui autrefois c'est des petits éclats de silex qui sont propres à la grotte, puisque dans la grotte elles ont été polies par l'eau et elles ont gardé un aspect très lisse. Donc c'est gros comme une lentille, bien aplati, mais c'est du silex. Et autrefois les gens se mettaient ces pierres dans les yeux, ça faisait le tour de l'œil et enlevait les impuretés des yeux. On a même retrouvé dans des anciens écrits que ça guérissait de la cataracte, mais bon là, j'irai pas jusqu'à là. Donc sur une partie assez importante, on va retrouver énormément de silex, chose qui est très rare dans une grotte avec une telle quantité. Il y a 80 millions d'années, il n'y avait pas de montagne, il n'y avait pas de grotte, on était ici au fond de la mer. Et le silex provient de certains animaux qui étaient autrefois au fond de la mer. Ces animaux, lorsqu'ils meurent, ils vont libérer une matière qui s'appelle la silice. Cette silice va venir se concentrer, former des poches. Ces poches de silice se font prendre dans des couches de sédiments. Et après, avec le poids des sédiments, le tout va se mettre à durcir, à cristalliser. Et ça va se transformer et devenir ce qu'on appelle nous aujourd'hui du silex. L'eau, la rivière souterraine, elle a rongé, elle a dissous le calcaire, elle a emmené ce silex à l'extérieur. Et la préhistoire a fait que ces silex ont été récupérés et ont été utilisés pour l'outillage, pour le feu avec d'autres pierres, etc. Donc dès l'entrée, on va vous expliquer pourquoi on appelle ces grottes les cuves de Sassenage. À l'entrée, vous allez voir sous vos pieds 2 grosses marmites, on appelle ça des cuves ou des marmites de géants. Ce sont des marmites qui ont été creusées par des tourbillons d'eau qu'il y avait autrefois dans ces galeries. Donc autrefois, il y avait une légende qui disait que si le jour des rois, il y avait la présence de l'eau dans l'une ou l'autre marmite, si cette eau s'évacuait dès le lendemain, c'est que la saison pouvait être fertile pour le vin ou pour le blé. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était quelque chose de très suivi par les gens de la région. Ils venaient le jour des rois voir s'il y avait de l'eau dans les marmites ou pas. C'était un château, oui, un château vraiment médiéval. Vous savez, du temps au Xe siècle, le Dauphiné et la France d'ailleurs s'est couverte de tours en bois, hein, sur une motte naturelle ou artificielle. Puis une tour en pierre de 22 mètres quand même est venue remplacer, puis un château bien sûr. Vous avez vu sur le Drac, sur l'Isère, la Combe qui va à Lyon, sur les montagnes évidemment environnantes, donc nul ennemi ne pouvait passer inaperçu. Il ne reste plus que le donjon, donc effectivement il ne reste plus rien en fait. Non, il ne reste plus rien, hormis peut-être la chapelle. Car on sait par une description assez précise du XIVe siècle comment était ce château. Et on sait qu'il y avait à la bonne porte du château une chapelle. Donc elle est aussi ancienne que le château. Vous voyez déjà au XIIIe siècle, il y a un conseiller de l'empereur romain germanique qui fait le tour de l'Empire pour trouver des choses un peu merveilleuses, pour distraire son empereur. Eh bien, il vient à Parisais
Et il explique que cette tour ne souffre aucune bête venimeuse, d'où cette appellation qui lui est venue un peu plus tard de tour sans venin. Toutes les bêtes venimeuses, quelles qu'elles soient ou rampantes de façon générale, ne pouvaient vivre dans cet endroit. On les y mettait dedans, et bien elles mouraient. Quand au XIIIe siècle on observe ce phénomène, on ne cherche pas à l'expliquer. Ça n'est que plus tard qu'on l'explique, notamment quand au milieu du XVIe siècle, on trouve une pierre votive à Isis. Là, on essaie d'y trouver une explication. Isis, c'est la déesse de la santé, elle commande aux animaux, et donc du coup, on se dit c'est parce qu'il y avait un autel à Isis en ce lieu que les bêtes venimeuses ne peuvent y survivre. Les explications, après, ont été plus nombreuses. Roland, par exemple, le neveu de Charlemagne, eh bien, figurez-vous que c'est lui qui aurait fait construire ce château et que lui aurait apporté ici de la terre de Paris et qu'il l'aurait répandue ici parce qu'elle avait cette même propriété de faire fuir toutes les bêtes. Mais scientifiquement, on n'a eu aucune explication? Non, certains disent tout simplement, c'est parce que cette butte est au vent du nord et que voilà, ça ne plaît pas du tout à ces bêtes qui aiment plutôt la chaleur humide. Alors le porche fait plus d'une trentaine de mètres de hauteur à peu près et 28 mètres de large environ. Donc c'est quand même assez grand, un petit immeuble pour y rentrer à l'intérieur. C'est un porche qui est quand même assez majestueux. Ça a toujours été un lieu utilisé, quelle que soit l'époque. On a des traces en fait, humaines de toutes les époques à l'intérieur de la grotte. En plus de la curiosité un peu naturelle, on a toutes les périodes historiques qui s'enchevêtrent ici. On a retrouvé des outils, par exemple des haches polies, des bois de renne taillés, des harpons, etc. Alors à une époque, il y a plusieurs dizaines d'années, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale à peu près, il y avait des promenades en barque qui étaient organisées à l'intérieur des grottes et on pouvait effectivement se promener sur le lac. On pouvait aller jusqu'au bout à l'entrée du premier siphon, donc juste avant que la galerie plonge complètement sous l'eau. C'est des formations assez impressionnantes, celles-ci elles sont très belles. C'est des petits bassins en fait, de calcite qui se sont formés suite au passage d'une rivière qui coule à l'intérieur des grottes, qui autrefois était une rivière assez impressionnante, un véritable torrent. C'est la plus grande stalagmite des grottes qui était surnommée le moine, parce qu'elle ressemble tout simplement à un moine en train de prier en tenant un bâton entre ses mains. On voit les gouttes d'eau plutôt, qui tombent sur sa tête régulièrement et qui donc font grandir cette stalagmite petit à petit. Il faut savoir que c'est très lent, environ 1 cm par siècle. Ce qui est assez marquant là-bas, c'est le bruit de l'eau qui coule. C'est vraiment un jet continu. On sent vraiment qu'au-dessus de nos têtes, on a des quantités et des quantités d'eau qui s'infiltrent dans la roche. François Ier, on a une de ses visites qui a attesté en fait, en 1516, juste après sa grande bataille, la bataille de Marignan. Il séjournait dans le village de Crémieux, qui n'est pas très loin d'ici, et il a sûrement dû entendre parler en fait, de cette chapelle et de ces grottes, puisque c'est quand même un peu particulier comme truc. Et il est venu en fait se recueillir à l'intérieur de la chapelle avec sa mère Louise de Savoie. Après il y a la légende qui fait son travail, et effectivement il y a des petites rumeurs qui disent que François Ier aurait exploré les grottes et qu'il aurait même pris un repas à l'intérieur dans une salle particulière du labyrinthe. Pour conclure ce reportage, je me trouve devant ce que certains considèrent comme la 8e merveille du Dauphiné. Même si ce n'est pas vraiment officiel, c'est un vieux chêne qui domine Grenoble, un chêne qui est vieux de plusieurs centaines d'années, qui est catégorisé comme arbre remarquable. Et je tenais juste à vous faire un petit rappel, c'est que ce lieu par exemple est sur un terrain privé et que la plupart des 7 merveilles du Dauphiné sont parfois très connues, très fréquentées, donc il faut faire très attention quand vous allez sur place, il faut bien respecter les lieux pour pouvoir les préserver. Je ne doute pas de vous, mais je préfère faire une petite piqûre de rappel. J'espère en tout cas que ce reportage long format vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et partager la vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau reportage. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao!